Salut à tous, dans cette vidéo on va faire le focus sur les menus du Fujifilm X106. C'est un appareil que j'utilise énormément et qui dispose de beaucoup d'options via ses menus. Alors il n'est pas toujours évident de s'y retrouver et de savoir ce que font les paramètres, et donc on va passer un petit peu en revue les menus bloc par bloc et paramètre par paramètre. Je vais essayer de vous donner une courte explication rapide à chaque paramètre et de temps en temps quelques petites recommandations dessus. Alors, gros disclaimer, attention, je vais faire au mieux, mais il m'est impossible de tout faire à 100%, il y a trop de paramètres ou de tout expliquer en détail. Je passerai de temps en temps un paramètre ou l'autre quand j'estime que c'est pas spécialement nécessaire, ou alors que c'est trop poussé pour monsieur et madame tout le monde. Let's go! On est parti avec le menu configuration qualité d'image. Alors, taille de l'image c'est quoi? Bien, tu vas tout simplement pouvoir régler la résolution des photos, LMS. Plus la taille va être grande, plus tu vas conserver des détails, mais forcément plus le poids, lui, va augmenter au niveau des fichiers. Au niveau de la qualité d'image, tu vas avoir le choix entre du JPEG, donc là les fichiers vont être compressés et plus rapides à communiquer, donc ici comme tu peux le voir F normal, etc. Ou alors tu vas avoir le RAW. Le RAW c'est quoi? Ça va te permettre un petit peu plus de flexibilité en retouche. Si tu veux le meilleur des mondes, bah dans ce cas là tu prends du RAW plus JPEG, donc c'est Fine plus RAW ou normal plus RAW. On continue avec enregistrement RAW, c'est quoi? Ça va sélectionner le type de RAW, donc là tu vas avoir compressé, sans perte, non compressé, et donc ça en fait ça va jouer forcément sur la taille des fichiers et aussi un petit peu sur la latitude des retouches. Donc ça c'est quoi? Ça va permettre de choisir entre le JPEG classique qui est compatible généralement un peu partout, ou le HEIF qui va être plus léger avec une meilleure compression mais qui lui n'est pas toujours compatible avec tous les logiciels. Donc attention à prendre ça en considération. Les simulations de film je ne présente pas, en gros on va appliquer un rendu de couleur Fuji. La couleur monochromatique qui est juste au-dessus, donc en fait ici on va ajouter une teinte chaude, froide, etc. aux images qui vont être en noir et blanc. Donc pour avoir accès à ça, il faut passer dans ta simulation de film, tu vas prendre du noir et blanc. Effet du grain, on sait bien, ça va simuler le grain argentique. On a également ensuite couleur effet chrome. Ici, tu vas pouvoir accentuer la profondeur et la saturation dans les couleurs, comme par exemple le rouge et le vert. On a de l'autre côté couleur chrome FX bleu. Ici, ça va renforcer à peu près la même chose que l'autre, mais l'intensité dans les tons bleus. Donc ça c'est utile par exemple pour tout ce qui est ciel et mer. Effet de police c'est quoi? Comme son nom l'indique, adoucir automatiquement les textures de peau. La balance des blancs c'est la balance des blancs, je vais pas rentrer dans le détail pour ça. On continue avec la plage dynamique. La plage dynamique c'est quoi? Ça va étendre la capacité à préserver par exemple les hautes lumières. Alors dedans on a la possibilité de choisir en auto DR100, DR200, DR400. C'est relativement utile quand on a des scènes un petit peu plus contrastées. Alors la priorité des runs chez Fujifilm c'est quoi? C'est une fonction pour les fichiers JPEG qui va permettre de réduire le contraste et d'améliorer les détails dans les hautes et dans les basses lumières en une seule fois. Ça s'approche un petit peu d'une photo HDR, mais ici ça va être directement depuis le boîtier. On a ensuite la courbe de tonalité où là on va pouvoir modifier indépendamment les hautes lumières et les ombres. Ça va permettre par exemple d'aplatir ou d'accentuer le contraste. C'est très utile. Personnellement, je l'utilise fort en noir et blanc. J'aime encore bien, ou alors quand on veut mettre des simulations de film avec des effets un petit peu particuliers, il va falloir aller bidouiller là-dedans. Couleur, forcément, ça va renforcer ou adoucir la saturation globale. Détail, on va jouer ici un petit peu plus sur le micro-contraste. On va également ici avoir la réduction des ISO élevés. Donc ça va diminuer le grain quand on est en basse lumière. Netteté, ici, on va augmenter la perception de précision, si on peut dire ça comme ça, si on peut traduire ça un peu comme ça. C'est utile en JPEG, mais attention, il faut rester, je pense, modéré, faut pas trop pousser. Longue exposition, réduction de bruit, donc ça forcément, ça va appliquer un traitement sur les pauses longues, plusieurs secondes en général, pour nettoyer, venir un petit peu nettoyer le bruit d'une image. On a le clonage du pixel mort, ça va corriger automatiquement les pixels défectueux qui vont être détectés par le capteur. On a ensuite ici la possibilité de sélectionner un réglage perso, c'est quoi? C'est là qu'on va venir enregistrer un ensemble complet de paramètres, les simulations de films, la balance, les ISO, etc. pour basculer rapidement entre des réglages personnalisés. On passe du côté de la configuration autofocus et manuel focus. Alors, la zone de mise au point, c'est quoi? Ça va tout simplement choisir la taille et la position du collimateur d'autofocus. C'est utile pour préciser tout simplement où l'image sera dans le focus ou hors focus. Vous avez le mode AF. Le mode AF, c'est quoi? Ça va sélectionner la zone de l'autofocus, donc la point central, étendue, multi. J'avoue personnellement être un amoureux du point fixe en temps normal. Maintenant, dans certaines situations, si vous voulez faire du suivi de personnes ou du suivi d'objets, forcément, il va falloir étendre un petit peu
la zone d'autofocus. Réglage personnalisé de la zone ici, ça va vous permettre de configurer la forme de la zone. On va pouvoir avoir ici des formats un petit peu plus rectangles, carrés, etc. pour vraiment venir customiser la zone qu'on veut faire avec l'autofocus, tout simplement. On continue avec le réglage AFC, donc ici ça va ajuster la sensibilité et la vitesse du suivi d'autofocus. C'est pratique, par exemple, bah oui, pour de l'action, tout ce qui est sport, animaux et tout ça, on peut vraiment venir configurer ça ici. On continue avec le stockage mode autofocus par orientation, donc en gros ici ça va mémoriser un réglage d'autofocus différent selon que l'appareil soit en paysage ou en portrait. On continue avec l'affichage point d'autofocus. Ça va afficher ou non le cadre de mise au point à l'écran ou par exemple dans le viseur. On a ensuite rotation du collimateur autofocus. Donc là, tout simplement, ça va définir si le collimateur va suivre la rotation du boîtier. On continue. On a le nombre de points d'autofocus. Donc ici, moi, je suis à 425, mais on peut partir sur des choses un petit peu plus simples telles que 117. Le pré-autofocus, c'est quoi? L'appareil va faire la mise au point en continu, même sans appuyer à mi-course, c'est pratique, mais ça consomme de la batterie. Attention. On a le témoin d'autofocus. Ici, ça va afficher une confirmation visuelle quand la mise au point est effectuée. On a le réglage détection des visages et des yeux. Extrêmement pratique, franchement, ça va détecter et suivre automatiquement les visages et les yeux pour réussir ces portraits et ne rater, en tout cas diminuer le taux d'échec sur des portraits. Réglage de la détection des sujets. Ici, c'est une reconnaissance automatique où on va pouvoir un petit peu choisir, détection des sujets, animal, oiseau, automobile, etc. On vient choisir ça et ça va nous aider à détecter les sujets et aussi forcément ça va faciliter la vie de l'autofocus. AF plus MF, ça va permettre de corriger manuellement la mise au point après un autofocus, donc on peut venir corriger avec ça. On a l'assistance de mise au point, donc ça va permettre d'aider la mise au point manuelle avec par exemple du peaking, où on va pouvoir ici appliquer des petits points blancs qui vont venir vous aider à montrer ce qui est dans le focus et ce qui est hors focus. On a la vérification d'autofocus. En gros, c'est un zoom automatique sur le collimateur pour confirmer la zone de netteté. Échelle et profondeur de champ, ici, ça va afficher la plage nette attendue selon l'ouverture choisie. Priorité déclencheur AF. Ici, ça va décider si la photo se déclenche même sans mise au point précise. On a le limiteur de la plage autofocus. Ici, en gros, ça va limiter l'autofocus à une distance donnée, par exemple 2 mètres à l'infini, pour accélérer là également la mise au point. Le mode d'écran tactile, ça va activer le focus ou le déclenchement tactile sur l'écran. Par exemple, on est à l'écran, on appuie, hop, ça fait l'autofocus et ça déclenche la photo. Et enfin, le cadre AF corrigé, ça va corriger le décalage du collimateur en viseur optique. On continue avec la configuration prise de vue. Au début, on a le mode viseur sport. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va recadrer légèrement pour anticiper le mouvement d'un sujet dans le viseur optique. L'après-prise de vue, c'est quoi? On va enregistrer quelques images avant le déclenchement complet avec le buffer. On a le retardateur, ça va prendre une photo après 2 secondes, 10 secondes ou plus, c'est utile pour les autoportraits sur trépied ou quand on veut faire des photos de nuit ou des choses ainsi, des photos du ciel. Sauvegarde des réglages du retardateur, donc ici, ça va garder ou non ce choix après l'extinction du boîtier. Témoin de retardateur, tout simplement, on va avoir une petite LED qui va clignoter à l'avant pour indiquer la prise de vue différée. On continue avec le cliché retard intervallomètre. Donc là, c'est quoi? Ça va prendre une série de photos espacées. Généralement, ce sont des time-lapse. On a le lissage de l'exposition intervallomètre. Là, c'est quoi? Ça va ajuster les transitions de luminosité quand on fait justement du time-lapse. Le mode intervalle priorité, ça va choisir si l'exposition où l'intervalle est prioritaire. On continue avec le réglage prise de vue AE. Ici, ça va régler la façon dont l'exposition va être calculée en rafale. Le bracketing des simulations de film, c'est quoi? Ça va capturer plusieurs photos avec des profils de couleurs différentes qu'on peut choisir ici. On continue avec le réglage de bracketing de mise au point. Ça va vous permettre de faire un bracketing, prendre plusieurs photos avec des distances de mise au point différentes. C'est pratique quand on est en mode paysage ou des fois en mode macro quand on veut que toute l'image soit nette. On continue avec la photométrie. Donc la photométrie, c'est vraiment la mesure de la lumière. Donc ici, on va pouvoir choisir entre multi, centrale pondérée, centrale. Donc par exemple, si on veut vraiment qu'une zone très précise soit, je vais dire, bien exposée, on va plutôt aller prendre le collimateur central pour aller vraiment pointer ça et dire je veux que ça soit bien exposé. Très pratique. On continue avec le type de déclencheur. Le déclencheur, c'est quoi? Eh bien, on aura du mécanique, de l'électronique, du mixte avec les avantages. Donc on aura la silence d'un côté, les vitesses qui vont forcément un petit peu augmenter et les inconvénients, on peut avoir du rolling
shutter. La réduction de scintillement, eh bien en fait ça va supprimer les bandes causées par justement l'éclairage artificiel. On peut, ici c'est grisé, venir paramétrer donc la vitesse de déclencheur anti-scintillement, donc ça va ajuster la synchronisation pour éviter justement bien ce phénomène. Le stabilisateur, moi ici je le laisse toujours actif, donc c'est quoi? C'est l'IBIS efficace forcément. Quand vous êtes en basse vitesse, ça va vous aider un petit peu à éviter les flous de bouger. On a le paramètre auto-ISO, c'est quoi? Ça va définir tout simplement les limites minimum, maximales de l'ISO et le vitesse. Donc ici par exemple, si on va là-dessus, vous allez voir que ma sensibilité par défaut, c'est du 125, je ne peux pas aller plus bas. Sensibilité maximale, on est sur du 12800 et la vitesse d'obturation, j'ai laissé en auto. Mais si je veux que mon appareil ne descende pas en dessous d'une certaine vitesse, je peux le sélectionner ici. C'est vraiment très très pratique. Objectif de conversion, ça c'est quand on veut ajouter des convertisseurs Fuji, les WCL si je ne dis pas de bêtises et les TCL, donc là c'est si on veut ajouter un objectif un peu plus grand angle et un zoom, les convertisseurs Fuji c'est ici qu'il faut venir paramétrer. On continue avec le convertisseur télénumérique. Le convertisseur télénumérique, ça va permettre de recadrer à 1.4 ou à 2 fois sans changer d'objectif. Et enfin, on termine par le filtre ND qui va réduire la lumière pour permettre les pauses longues ou ouvrir davantage. Par exemple, shooter à f2 en plein soleil, extrêmement pratique. On va passer très vite en revue ici la configuration flash. Donc ici, vous allez forcément trouver tout ce qui touche au flash. Donc par exemple, contrôler la puissance, la synchronisation ici, la possibilité de réduire les yeux rouges et tout ce qui va toucher au flash va vraiment se passer dans ce menu. Je ne vais pas trop rentrer dans le vif du sujet. C'est quelque chose que j'utilise assez peu, mais voilà, ça se passe ici. Alors ici on est dans la partie plutôt vidéo, donc on peut vraiment configurer tout ce qui va toucher à la vidéo. Par exemple ici on peut choisir du 1080, du 50, du 50p, des choses ainsi. C'est ici que ça va se passer, où on peut choisir la qualité de vidéo. On peut également ici, pour tout ce qui va être enregistrement grande vitesse, si on veut shooter à 120 fps, 240 pour faire des slow motion ou des choses ainsi. On peut aussi choisir sur quelle carte SD ça va envoyer ce qu'on enregistre. La stabilisation vidéo, quel type de stabilisation on veut. On a la possibilité de l'améliorer encore via un recadrage plus fort qui va encore augmenter la qualité de la stabilisation maximale. Et ici, c'est tout ce qui va être les réglages audio si par exemple on a un microphone externe. On est parti dans les paramètres avec le configuration utilisateur. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Toutes les informations, par exemple si on veut formater, changer la date, l'heure. Très important, les réglages de mon menu. Les réglages de mon menu, c'est quoi? On va pouvoir avoir un menu à soi qui se trouve ici tout en bas. Tac, tac, tac. Attendez, hop, je vais vous le montrer. Ici, en fait, où on va vraiment pouvoir... Alors ici, j'ai pas grand-chose parce que j'ai pas encore vraiment customisé, mais on peut vraiment ajouter tous les paramètres qu'on a vus ici au-dessus dans un menu spécialisé à nous pour retrouver bien plus vite nos jeunes. Si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, je reviens ici. C'est ici que ça se passe. C'est dans le réglage Mon menu où on peut vraiment customiser son menu à soi et mettre, je sais pas moi, un paramètre d'autofocus, un paramètre de qualité d'image, un paramètre de flash, des choses ainsi. C'est vraiment là qu'on va pouvoir configurer son menu à soi. Dedans, vous voyez, il y a aussi le décalage horaire, la langue, le nettoyage capteur, le nombre de déclenchements, tout ça. C'est dans configuration utilisateur qu'on va retrouver. On continue avec configuration son. Là-dedans, vous allez trouver tout ce qui touche au son de votre appareil, donc aussi bien le bruit du déclenchement, le bruit par exemple le volume de l'obturateur, tout ça, tous les bruits de l'appareil, le volume sonore, des choses ainsi. Je ne vais pas rentrer trop dans le vif du sujet, mais globalement, tout ce qui va toucher au son, ça va se passer là-dedans. On va enchaîner sur configuration écran. Je vais passer un tout petit peu plus de temps là-dedans parce que là, il y a des informations qui sont quand même relativement importantes. Donc le réglage du View Mode, en gros, on va définir si on utilise l'EVF, l'OVF, l'écran LCD, toutes ces choses-là, ou alors on peut utiliser un petit mix. Donc par exemple le détecteur oculaire, si on veut qu'il fonctionne, qu'il ne fonctionne pas, c'est vraiment là-dedans qu'on va venir paramétrer ça. On a la mémoire de position du cadre lumineux, donc ça en gros en viseur optique, on va pouvoir conserver la position du cadre d'autofocus choisi pour justement éviter à chaque fois de le remettre. On a la luminosité de l'EVF, donc ça en gros ça va jouer sur la luminosité de l'EVF ou du LCD. Donc en gros on va vraiment pouvoir paramétrer un petit peu tout ça sur la luminosité du viseur, la luminosité du LCD, les couleurs, les réglages. C'est ici que ça va se
passer. On a la possibilité également via image, vous voyez 0.5 secondes, c'est quoi? C'est l'aperçu, ça va choisir le temps qu'on va pouvoir voir l'image quand on vient de prendre la photo, 0,5, mais on peut augmenter, on peut passer à 1.5. On a l'autorotation écran, donc en gros, quand vous allez prendre votre appareil et que vous allez le retourner, eh bien votre rotation d'écran va se faire automatiquement, pas mal. L'aperçu de l'exposition de la balance des blancs, en gros, ça va montrer une prévisualisation de l'exposition et de la balance des blancs réels quand par exemple on travaille en manuel. On a ensuite la vue en direct naturel, donc ça va désactiver les effets de simulation de film, de balance des blancs, etc. pour avoir le rendu le plus neutre possible dans le viseur. On a l'assist visualisation F-Log. Ici c'est quoi? Ça va appliquer une sorte de lutte de prévisualisation quand par exemple on filme en F-Log pour voir une image un petit peu plus contrastée, mais on shootera bien en F-Log. On a le niveau de viseur électronique, donc là on a le choix entre 2D, 3D, etc. Moi je le laisse en 2D pour voir si on est droit ou si on n'est pas droit. La grille de cadrage c'est quoi? On va tout simplement appliquer une grille, par exemple une grille de tiers pour aider à composer son image. Réglage de la rotation automatique, qui est l'unité de distance de mise au point, je l'ai mis en mètres, mais on peut aussi changer ça. Afficher les réglages perso, en gros ça va sélectionner quelles infos techniques on va vouloir dans le viseur ou dans l'écran, les ISO, les simulations, tout ça, c'est ici qu'on va pouvoir venir paramétrer. Par exemple ici, si je veux paramétrer ce que je vois dans le VF ou le LCD, je vais venir paramétrer tout ça ici. Si on veut l'histogramme, on peut le mettre. Si on veut le témoin de distance d'autofocus, manuel focus, tout ça, c'est ici que on va venir paramétrer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet pour tous les autres, je vais vous inviter à aller voir ça, mais ici en gros vous pouvez trouver à peu près toutes les informations qui vont être affichées dans votre viseur ou sur votre écran LCD. On continue dans la configuration des touches et des molettes. Réglage levier focus, c'est quoi? Ça va définir le comportement du joystick, par exemple s'il va déplacer l'autofocus, la navigation dans les menus, et toutes ces choses. Et ici, forcément, si vous poussez sur votre bouton, ça va recentrer le collimateur d'autofocus et des choses ainsi. On peut venir vraiment paramétrer tout ça ici. Ça va personnaliser ici le nombre de choses qu'on va trouver, par exemple, dans le menu. Quand on va appuyer sur Q, ici, il y en aura 16. En mode photo, il n'y en aura que 8. On va avoir également la possibilité de venir régler les boutons. Ça va attribuer une action au bouton FN du boîtier. Donc vous voyez ici, je peux aller paramétrer le bouton du dessus. Je veux que ça soit, par exemple, moi j'ai mis que ça va activer le focus sur les visages ou des choses ainsi. Donc ici, on peut venir paramétrer à peu près tous ces différents boutons et toutes ces actions qu'on souhaite. C'est vraiment très très pratique, je recommande fortement. Le paramètre de molette de commande, donc en gros ça va configurer les molettes avant et arrière. Par exemple, il y en a une qui va vitesse, ouverture, compensation, tout ça. Donc on va vraiment venir paramétrer les molettes pour dire cette molette là va servir à ça et va faire ça, cette molette là va servir à ça et va faire ça. Franchement c'est très très pratique. Alors opération SS c'est quoi? C'est tout simplement quand je suis en mode automatique sur mon ouverture, je peux via la molette avant régler cette ouverture, la passer en 2, 3, 4, 5 sans pour autant jouer avec l'objectif. C'est pas mal. La direction des molettes commande, c'est quoi? Ça va inverser le sens de rotation des molettes. C'est pratique si par exemple on préfère avoir un fonctionnement un petit peu à l'envers. Obturation autofocus, ça va décider si quand on appuie fort, le déclenchement lance également l'autofocus. L'obturateur à eux, c'est la même chose, mais c'est pour le verrouillage de l'exposition. On aura la prise de vue sans carte. Moi je l'ai mis en on, mais on peut la désactiver. Donc ça, voilà, ça va prendre des photos sans carte. Attention, ne vous faites pas piéger, ça m'est déjà arrivé. On a la bague de mise au point ici où on peut choisir le sens de rotation et la vitesse de réponse de la bague, linéaire ou non, pas mal. Donc ça va se passer ici aussi. Et pour tout le reste, je vais vous laisser découvrir. C'est pas spécialement important, en tout cas c'est des choses que j'utilise pas trop. Et je pense que là, c'est peut-être un peu trop technique. Et enfin, on va terminer par tout ce qui est gestion de l'alimentation. Ça va se passer ici. Donc par exemple, si vous voulez que votre appareil s'éteigne après 1 minute, c'est ici qu'on va configurer. On peut mettre le mode performance. On a également ici, via ce bouton-ci, la possibilité d'améliorer le taux de rafraîchissement dans le VF. Franchement, je recommande de laisser ça comme ça. Et enfin, on va également ici venir dans tout ce qui va être réglage de réseau. Donc ici, c'est quand on veut connecter son appareil à son smartphone. C'est vraiment ici que ça va se passer. Je ne vais pas rentrer trop dans le vif du sujet, mais c'est comme ça que ça se passe ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors oui, c'était lourd à digérer. Néanmoins, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que j'aille un petit peu plus en détail sur certaines options, c'est toujours intéressant d'avoir du feedback. N'hésitez pas également à liker, partager ma vidéo, un petit commentaire comme j'ai dit. Et salut, à la prochaine pour une prochaine vidéo.